extraordinaire Perrier. Nous revoilà pour la troisième table ronde. J'espère que les deux premières vous ont intéressé. Moi, j'ai trouvé ça plutôt vif et animé, donc c'était bien. On va attaquer par une grosse table ronde en termes d'invités, puisqu'on sera 5, 6 avec moi. Donc, comme vous le voyez, on va parler, c'est un peu connexe de la table ronde précédente sur la réputation. Influenceur, mon nouveau meilleur ami, donc les blogs, les réseaux sociaux, la presse, qui n'est pas morte, on l'espère. Et puis un chef qui va nous rejoindre. Donc je vais appeler Julien Duboué, donc chef des restaurants Anosté et Corner, entre autres. Si Julien, on peut les applaudir. Boris Coridian, journaliste gastronomique au Monde, aux Échos, qui dirige sa propre agence. Émilie Franzo, qui est rédactrice en chef adjointe de YouFood notamment. Émilie Flécher, qui a une agence de RP. Et il manque Sidonie. Ah, elle est là, pardon. Sidonie Olin, qui est universitaire et qui a écrit un livre assez passionnant sur le journalisme gastronomique. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Donc voilà, on a parlé de la réputation qui peut se défaire en fonction des réseaux, des avis, des différents supports. Là, on va entrer un petit peu dans le cœur de la machine, comment on travaille les attachés de presse avec les journalistes, les blogueurs, les Instagrammeurs, et puis bien sûr les chefs. Et puis Sidonie qui a analysé tout ça donc dans une thèse qui est devenue un livre sur le journalisme gastronomique. Et comme toutes les tables rondes, donc j'aimerais commencer avec l'expérience de terrain, avec Julien Duboué, donc qui est chef, qui a fondé 5 restaurants à ce jour, c'est ça, c'est ça. Dans les Landes, à Faria, Corner, Anost. Et j'ai dit 5 parce que il y a quelque chose qui arrive. Le 6e est ouvert depuis la semaine dernière et le 7e arrive en janvier. Bon, tout va bien alors. Ça va. Mais donc avec un discours sur le sujet qui peut paraître original aujourd'hui, qui est de dire je préfère mettre mon argent dans le personnel et dans les produits que dans un bureau de presse et du community management. Je résume, c'est un peu grossier comme caricatural, mais il y a de ça quand même. Je ne vais pas me faire des amis, forcément. Non, mais mais oui, c'est un peu le... Tu peux juste te tourner un petit peu pour faire face aussi à nos amis. C'est un peu le maître mot depuis le début. Je l'ai vécu en ouvrant il y a 10 ans, effectivement, le premier restaurant. Et bon, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Et donc oui, j'attachais plus d'importance à l'équipe, aux produits et tout ça. Et j'ai un peu gardé ce fil jusqu'à maintenant. Alors par chance, ça continue à plutôt bien fonctionner. Maintenant, je réalise que c'est très important, ces réseaux sociaux, etc. Mais non, je n'ai pas envie de prendre un community manager au jour d'aujourd'hui. Par chance, jusqu'à maintenant, je n'ai pas besoin d'une attachée de presse et plein d'autres corps de métier qui se greffent à la restauration, où je pense que, voilà, en étant simple cuisinier, il faut déjà faire à manger, essayer de faire bien pour remplir son restaurant. Et je pense que c'est le... Donc oui, j'attache plus d'importance à mettre un salaire en plus peut-être en salle ou en cuisine que de le donner à une attachée de presse ou à un community manager et d'autres métiers. Tu es en train même de réaliser un film, je crois qu'on peut le dire, c'est signé. Tu vas suivre l'ouverture du 7e restaurant, c'est ça ? Ça sera sur l'ouverture du 7e restaurant, exactement. Mais quand même là, tu vas communiquer d'une certaine façon, mais à ta façon. C'est toi qui vas maîtriser. Oui, en fait, je le finance, fais un film, c'est pas un film, c'est un... J'avais le projet de le faire en livre, ça aurait été un peu trop fastidieux, donc maintenant, effectivement, il y a les réseaux sociaux et les vidéos qui marchent très bien, donc on va montrer pendant 6 mois pour l'ouverture du futur projet qui est assez grand parce qu'il y aura 500 mètres carrés, ce sera un peu le même style qu'Anost, enfin, sur différents concepts, que l'on peut au jour d'aujourd'hui ouvrir un restaurant en étant simple cuisinier ou simple restaurateur sans passer, sans avoir 1 ou 2 investisseurs derrière qui viennent chercher des bénéfices à la fin de l'année et nous taper sur les doigts si on n'en a pas fait et sans avoir d'attachés de presse, etc., qui vont faire valoir ce lieu. Donc voilà ce que j'essaie de prouver
depuis 10 ans, ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner encore pour le dernier. Et donc, on montre à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'ouverture en février tout ce qui va se passer tous les jours pour ouvrir ce restaurant. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'aurais aimé l'avoir dans les mains, ce support, à 26 ans quand j'ai ouvert mon premier restaurant, pour éviter plein de problèmes que j'ai rencontrés. Et donc, je le fais pour potentiellement des futurs restaurateurs, en pensant un peu plus de mon côté aux cuisiniers qui n'ont peut-être pas cette âme d'entrepreneur au début, où on pense seulement à cuisiner, à remplir, mais ce qui me plaît en fait. Donc voilà, on va montrer tout ça pendant 6 mois. Ok. Alors, la parole est à la Défense, j'allais dire. Peut-être à Émilie, qui vient de fonder son agence. Tout à fait. Alors, bon, moi, Julien, j'en ai fait mon deuil. C'est-à-dire que ça fait des années que j'essaie de travailler avec, on se connaît bien. Et en effet, pour moi, c'est un cas un petit peu à part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des seuls chefs à Paris qui est aussi bien bon entrepreneur que excellent communicant et que très bon chef et manager également. C'est-à-dire que pour moi, il a rempli toutes les cases et honnêtement, on n'a pas un travail d'accompagnement qui est celui, entre guillemets, classique sur un restaurateur qui a envie de lancer son affaire, où aujourd'hui le métier d'attaché de presse ça a été complètement chamboulé. Moi, ça va faire 11 ans que je fais ce métier et en 11 ans, il y a eu des profondes mutations, notamment à cause des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, l'attaché de presse vient bien en amont de l'ouverture d'un restaurant. L'idée, c'est, ma phrase actuellement, c'est non, mais c'est un peu comme les places en crèche. Il ne faut pas attendre que le restaurant soit ouvert pour faire un travail avec l'attaché de presse, quoi. C'est avant, c'est faire un travail, voir si on est au niveau de la charte graphique, ça va bien. Enfin, tout le carnet d'adresses qu'une attachée de presse peut avoir, on le met aussi à disposition d'un chef restaurateur. On vient pour le soutenir parce que c'est pas parce qu'il aime parler qu'il sait forcément parler. Moi, j'adore cuisiner, mais je sais pas forcément cuisiner pour 50 personnes. Là, on va dire que c'est un peu le même cas. Donc voilà. Mais donc, quand on veut faire parler d'un restaurant, on cherche les influenceurs. Quand on est attaché de presse, c'est qui? C'est quoi? C'est un nouveau mot en plus? C'est un nouveau mot, c'est apparu depuis 2-3 ans. C'est vrai que le mot d'influenceur, nous, est arrivé, parce que moi, je suis vraiment spécialisée sur le domaine lifestyle et gastronomie. Ce mot-là est arrivé notamment par des personnes qui venaient essentiellement de la mode. Et il y a eu un petit chamboulement, à savoir une personne qui s'appelle Mimi Torison, qui était une modèle, et qui s'est mise à cuisiner, qui a vraiment révolutionné le monde de l'image et du réseau social en devenant force d'influence. Voilà. Donc aujourd'hui, une attachée de presse doit travailler les réseaux sociaux comme la presse, parce que ce sont deux forces qui sont absolument complémentaires. Alors, Boris, est-ce que la presse a toujours son influence aujourd'hui? On le disait tout à l'heure, on avait notre ami Stéphane qui ne veut plus lire des articles. Je l'invite, Stéphane, effectivement, à ouvrir un magazine. On va lui présenter. Il n'y a pas de problème, plus que 5 minutes de lecture, c'est possible. Évidemment, la presse classique, s'il faut dire les choses comme ça, a été confrontée à l'arrivée de nouvelles personnes, et notamment dans l'univers de la relation entre une attachée de presse, un attaché de presse, un service de communication et le journaliste. On a vu débarquer des gens dont au début on ne savait pas trop d'où ils sortaient, franchement, et voire même il y avait une forme de snobisme de la presse, de dire alors attendez, on mélange pas les torchons et les serviettes. Nous, on est de la vraie presse, on est des gars sérieux, on fait ça depuis 200 000 ans. C'est pas les petits jeunes qui viennent débarquer qui vont se mélanger à nous. Donc il y avait vraiment ce rapport de clivage très important, jusqu'au moment où effectivement les services de com nous ont imposé de toute façon de se mélanger, puisqu'il n'y avait pas 2 fois un voyage de presse, puisque il faut bien aussi comprendre l'économie de la presse actuelle, où la question des moyens mis à disposition des journalistes fait qu'il est de plus en plus rare aujourd'hui de faire un travail où on se passe des services de presse, des déjeuners de presse. C'est un modèle économique qui a beaucoup changé. Les restaurateurs le savent très bien, et les journalistes aussi. Donc il a fallu faire avec. Moi, j'ai un souvenir, effectivement, il y a 5 ans, quand je commençais à écrire autour de la gastronomie. Moi, j'ai dirigé des magazines avant, notamment des magazines de mode, où ce mot-là, effectivement, était beaucoup plus présent, où on a vu, effectivement, des manières de faire très différentes, avec une forme de légèreté aussi qui nous a beaucoup secoué. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ça fait beaucoup de bien aussi au journalisme gastronomique, aussi de se reposer la question de la valeur ajoutée de ce métier. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un journaliste gastronomique? Si c'est pour
là encore je caricature, mais recopier un dossier de presse très bien fait, honnêtement, ça écrit par un journaliste, ou écrit parfois par un journaliste, ouais, c'est vrai. Quel intérêt? Donc, il y a eu un mouvement aussi qui s'est associé à la question de la recommandation. Le journalisme gastronomique, c'est quand même plusieurs branches. Il y a la question du journalisme, la question de la chronique gastronomique et la question de la critique gastronomique. Et ces trois champs-là, qui étaient parfois un peu mêlés, ont été vraiment très, très secoués, je crois. Et moi, je crois que si on se présente comme un journaliste gastronomique, on doit respecter les codes, disons, du journalisme, l'enquête, le reportage, l'investigation, pour ensuite proposer des sujets, voilà, on le sait, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une scission entre les bons et les mauvais. Moi, je crois, à la fin, ce qui va être déterminant, c'est la qualité du contenu qu'on va proposer. C'est-à-dire, s'il y a une bonne enquête, même de plus de 5000 signes, elle doit pouvoir être lue. Mimi Torison, elle fait de très belles photos. Elle a influencé aussi l'œil des photographes de presse, quoi qu'on en dise. Voilà. Après, ça pose encore d'autres questions, mais on va les aborder. Avant que Sidonie ramasse tout ça dans son livre, je demande, Émilie pense un peu l'exemple de quelqu'un qui est arrivé, de ces personnes que peut-être on snobait au début dans les voyages de presse. Pas moi, bien sûr. Non, non, évidemment, tu es un garçon respectueux. C'est vrai que, ouais, au départ, c'était tu es passé donc du blog, Instagram. Aujourd'hui, tu es rédactrice en chef d'un magazine papier. Ouais. Même s'il traite des réseaux sociaux. Donc, juste raconter cette évolution, c'est intéressant, qui est courte, parce que tu es une jeune femme. Ouais, en fait, ouais, c'est exactement ce que dit Boris. L'arrivée des influenceurs, elle n'a pas été facile, dans le sens où il y a beaucoup de journalistes qui ont eu l'impression qu'on piquait leur travail. Alors que pour moi, on ne fait absolument pas la même chose. Voilà, le journaliste fait un travail d'enquête, un travail de terrain, il va chercher des choses, il fait des investigations, choses que nous, on ne fait pas forcément en tant qu'influenceurs. Non pas qu'on fait un travail futile et plat, mais voilà, nous, on n'a pas... Enfin, j'ai pas fait une école de journalisme, loin de là. Donc, je ne me qualifierais pas comme journaliste, mais je donne mon avis d'une manière différente sur les expériences que je vis, sur les restaurants que je peux tester, sur la manière dont donc je vais au restaurant et ce genre de choses. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai un parcours assez étrange dans le sens où je suis passée de la création d'un blog à aujourd'hui travailler pour un magazine papier. Et je pense que voilà, ça se complète en fait, toute cette histoire, le fait d'avoir d'un côté le journalisme qui va plus en profondeur et le côté influenceur qui est plus dans l'expérientiel et l'affinité, chose que ne peut pas forcément faire un journaliste parce qu'il doit garder ce côté très objectif. Et avant, les journalistes étaient influents, à défaut d'être influenceurs. Émilie, par exemple, aujourd'hui, c'est plus important pour toi d'avoir un papier de Boris dans Le Monde ou des bien photos, sûr. des je photos ne veux sur pas dire Instagram, non, parce qu'après, je vais encore travailler avec lui. Mais donc, non, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a en effet, comme disait Émilie Franzo, une vraie complémentarité. C'est-à-dire que ces cibles-là ne doivent pas être mises en opposition, mais au contraire, on doit travailler d'une façon un petit peu poreuse. C'est-à-dire qu'on va donner du contenu aux influenceurs, mais les influenceurs ne sont pas tenus forcément de faire un travail d'enquête. Et en effet, si l'expérience ne leur a pas plu pour X ou Y raison, ne vont pas du tout la transcrire de la même façon. Un journaliste, quand il vient pour chroniquer un restaurant, lui, il a un papier à rendre, c'est comme ça, il doit se plier à la maquette, à ce que lui dit son rédacteur en chef, à moins que l'expérience soit catastrophique et qu'il y ait des soucis, mais d'ordre hiérarchique, il va quand même rendre son papier. Alors que là, dans le cadre de l'influenceur, on peut rester sur quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, superficiel. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est simplement parce qu'on va pas du tout avoir le même texte, on va pas avoir le même degré d'information. Voilà. Et toi, Julien, en tant que restaurateur, est-ce que tu vois l'impact de ça? Est-ce que après un bon papier, après une série sur Instagram sur tes restaurants, est-ce que concrètement, tu vois arriver des clients nouveaux? Je le vois énormément et je l'ai vécu pendant 10 ans. Il y a 10 ans, à Faria, quand on avait un article dans le Figaro, on avait le téléphone qui pétait pendant une semaine, on était plein pendant 2 mois. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, je vois, juste avec les mini réseaux sociaux que j'ai, en ouvrant un host, en me faisant une publication des clés et l'ouverture le jour même, il y a 3 ans, le premier jour, on a fait 105 personnes, le lendemain, 175, et 3 jours après, 250, et ça n'a plus bougé depuis 3 ans. Et il n'y avait pas d'article. On n'a pas eu d'article ni le premier jour, ni le deuxième.
enfin ni la première semaine. Et effectivement, après on a vu... tu as fait Top Chef quand même. Comment ? Tu as fait Top Chef quand même. Est-ce que ça a été important? Ouais, Top Chef, c'était un fiasco pour moi que... C'est vrai que je ne vais pas revenir sur cet épisode. Ça ne m'a pas trop aidé. Et derrière, effectivement... sans presse. Non, sans presse. Et une semaine après, on voit arriver des blogueurs que moi je ne connaissais pas il y a 3 ans et que je ne connais toujours pas d'ailleurs. Mais pendant une semaine, il y a 5-6 blogueurs qui viennent et le restaurant est plein pendant 1 mois ou 2 mois. Quoi. Alors qu'un article, maintenant, ça ne remplit plus comme ça remplissait il y a 8 ans et 10 ans. Moi, si je peux me permettre, effectivement, je comprends très bien l'impact qu'on a, mais je pense que la fonction même, elle a changé. C'est-à-dire qu'hier, le Figaro était, et continue de l'être, un prescripteur avec une critique, une chronique qui invitait le lecteur à y aller ou pas, et avec une audience qui était... je ne connais pas les chiffres du Figaro d'il y a 10 ans aujourd'hui, je ne pourrais pas les comparer, mais on peut imaginer quand même que l'influence du Figaro ou d'autres grands médias comme ça, traditionnels, sont toujours aussi fortes. Mais je crois que la responsabilité du journaliste aujourd'hui, elle est moins d'inviter forcément à aller dans un endroit, puisque ça, au-delà des influenceurs, il y a Pléiade, voilà, c'est juste avant, voilà, by La Fourchette, je crois. Hein, c'est La Fourchette ici. Oui. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des puissances très fortes, économiques et en termes d'influence et de réseau, que non. Pas forcément, en tout cas, les médias traditionnels ne vont pas lutter contre ça. Par contre, moi, en tant que journaliste aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est moins de dire allez manger chez Julien. Ça, je pense qu'il y a plein de moyens pour que le public y accède, mais essayer de comprendre, c'est-à-dire de savoir qui il est, quelles sont effectivement les valeurs qu'il a envie de défendre, les actions qu'il met en œuvre, et effectivement d'aller peut-être un peu au-delà de la recommandation, mais d'un travail journalistique. Il ne faut pas oublier que le journalisme gastronomique, c'est comme le parent pauvre du journalisme tout court. Hein. C'est-à-dire que je reviens à des temps aucun de nous n'a connus, mais c'était quand même les salauds de la République qui étaient les journalistes gastronomiques à la sortie de la guerre. Les collabos, on peut le dire. Les collabos. Donc on se fade aussi ce vieux machin sur le dos. Évidemment, tout ça n'entre pas en compte dans qui on est. Mais il faut se voir que cette histoire est longue et on voit que les journalistes influents, aujourd'hui, ils sont très peu nombreux. Qui sont les journalistes qui remplissent les restaurants? Il y a François-Régis Gaudry, mais François-Régis, si je peux me permettre, je pense que c'est moins l'Express aujourd'hui que France Inter ou même Paris Première, qui fait qu'il y a du monde qui va venir chez toi, parce que Paris Première, ça devient une séquence de même pas 3 minutes sur les réseaux sociaux. Là où combien de gens lisent l'Express aujourd'hui, malheureusement, moi je viens de la presse magazine, je le déplore, mais c'est la réalité. Oui, et c'est aussi un journaliste qui a su s'implanter sur les réseaux sociaux, François-Régis Gaudry. Pour moi, c'est vraiment l'exemple du journaliste qui a compris qu'il ne fallait pas avoir peur de ça et plutôt s'en imprégner et l'utiliser, et il le fait extrêmement bien. Il s'est fait connaître du grand public grâce à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris Première est très très bon et diffusé nationalement. À l'époque où il a repris après François Simon, il n'avait pas sa bande de chroniqueuses. C'est quelqu'un qui continuait à faire un petit peu comme ça, une espèce de caméra cachée. Et son influence est allée de pair avec Instagram. Aujourd'hui, c'est un journaliste qui comptabilise 33 000 followers sur Instagram, ce qui est énorme. Même s'il ne fait pas forcément une chronique sur un restaurant, mais qui met une photo avec un petit commentaire assez dithyrambique sur le lieu, on sait très bien que ça va être influent. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, Sidonie, vous avez étudié tout ça longuement avec le regard de l'universitaire. Vous avez donc écrit un livre qui s'appelle Des mots à la bouche, que j'ai ici. Je vous recommande vivement. Qui est en coédition aux presses universitaires de Rennes, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc le voici. Cette évolution entre les influenceurs, les réseaux sociaux, les attachés de presse, le journalisme gastronomique, tout ça est un monde un peu complexe. Qu'est-ce que vous avez observé, vous, les bons et les mauvais côtés de ce monde-là? Je ne suis pas là pour juger les bons et les mauvais côtés. Ce que j'ai observé, j'ai fait mon enquête il y a presque 10 ans aussi. Donc en fait, c'était avant tout le poids de ces influenceurs et des réseaux sociaux. J'avais travaillé à la fois sur les journalistes gastronomiques, notamment critiques de restaurants, et puis aussi sur les blogueurs culinaires. Et ce à quoi j'ai assisté, c'est une professionnalisation progressive des blogueurs. En fait, alors je parle blogueurs, c'est ceux qu'on désigne aujourd'hui influenceurs en partie, même si le terme est beaucoup plus large aujourd'hui. Mais ceux qui réussissent à avoir une audience large,
souvent, c'est aussi en reprenant les codes du journalisme progressivement au fur et à mesure de leur montée en visibilité. Ça s'accompagne aussi d'une professionnalisation de leur manière de travailler. Et souvent, ce que décrivait tout à l'heure Boris, la participation aux mêmes événements et en fait, finalement, un rapprochement, j'ai l'impression, entre les manières de s'exprimer. Ce qui conduit à une forme de tension, me semble-t-il, aussi chez ces influenceurs. C'est qu'initialement, leur pouvoir de prescription était lié au côté familiarité, on les connaît personnellement et on a des recommandations qui sont faites par un proche et non pas par un expert, comme peut l'être le journaliste dans l'imaginaire public. Et finalement, en reprenant les façons de travailler des journalistes, on se rapproche en fait d'une expertise qui est moins celle du proche et de la personne du quotidien que de celle aussi d'un expert qui a accès à des choses auxquelles les consommateurs lambda n'ont pas forcément accès. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez aussi été les témoins dans vos champs. J'ai l'impression qu'il y a des formes en fait, de rapprochement dans les façons de travailler et avec une tension aussi chez les journalistes entre l'idéal effectivement d'enquête, de travail d'investigation et puis la réalité des pratiques qui étaient décrites, qui est qu'effectivement il y a une très forte dépendance vis-à-vis de la communication et des systèmes de communication quels qu'ils soient, ce qui fait que en partie il y a aussi cette perte d'influence des journalistes en tant qu'individus qui était décrite, qui n'est pas forcément une perte d'influence des journalistes en tant que collectif, parce que le poids de la prescription, à mon avis, vient moins des individus singuliers, de François-Régis Gaudry en particulier, que du fait que quand François-Régis Gaudry parle d'un restaurant, c'est repris ensuite par tous ses collègues, tous ses confrères dans la presse, dans les différents médias, ce qui fait qu'en fait c'est moins la personne en tant que telle qui est à l'origine de la prescription que le fait que ce soit repris de manière très massive par l'ensemble des publications. Vous dites que c'est même le titre pour vous qui est plus influent que le journaliste. C'est la reprise en fait, c'est le fait que quand un journaliste en parle, alors il y a des journalistes après qui ont des poids différents dans la capacité à prescrire à leurs propres confrères, mais c'est cet effet de chaîne qu'on retrouve assez facilement quand moi j'ai étudié sur des restaurants, voir qui en parlait à quel moment, et on voit qu'il y a des effets d'enchaînement assez nets entre un journaliste qui en parle. Alors le Figaro était très prescripteur à un moment donné, mais prescripteur d'abord auprès de la communauté journalistique et des amateurs, parce qu'en fait les audiences de ces médias, que ce soit Paris Première ou le Figaroscope à l'époque, c'est quand même tout petit par rapport à l'audience par rapport au public des restaurants. Donc en fait, ça ne marche que s'il y a un effet, c'est à la mode, des effets d'enchaînement. Dans votre livre, il y a un journaliste qui dit même un âne au Figaro avait plus d'influence qu'un journaliste dans un plus petit média moins connu, quoi. Le titre, quand même, est très porteur. C'est un argument de certains journalistes qu'en fait, c'est pas la personne qui compte et le talent individuel, mais c'est le titre dans lequel on écrit et l'audience du titre qui joue. Alors, dans cette jungle des influenceurs, Émilie, tu as choisi toi le contenu. C'est vraiment ça aussi. Donc, se rapprochant probablement des pratiques journalistiques. Pour se distinguer aujourd'hui, c'est pas juste de poster des photos comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est justement ce qui pourrait éventuellement nous rapprocher du travail d'un journaliste. Moi, je fais partie de ceux qui prennent très à cœur le contenu qu'ils créent. Donc, j'ai pas fait d'études de photo ou de journalisme, comme je le disais, mais voilà, j'ai appris sur le tas. J'ai développé mes connaissances en photographie. J'ai commencé avec un petit appareil. Aujourd'hui, je suis vraiment avec un appareil professionnel. Et voilà, je fais très attention à ce que je poste sur les réseaux sociaux, parce que je suis consciente de l'influence que ça a aussi. Aujourd'hui, une photo qui peut être moche ou qui ne met pas forcément en avant un plat, ça peut être très violent pour le restaurant derrière, en fait. Et ça, j'en suis très consciente. C'est pour ça que je porte vraiment beaucoup d'attention à ça, à ce que je diffuse et la manière dont je le fais, parce que ça peut être très préjudiciable pour un restaurateur. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça pourrait éventuellement se rapprocher du travail d'un journaliste qui fait aussi très attention et qui sait très bien que ce qu'il va dire, ça va avoir un impact derrière sur le restaurant ou le restaurateur. Émilie, moi je te rassure, hein, j'ai fait de la biochimie moléculaire avant de faire du journalisme. Donc je fais partie peut-être la queue de la comète de cette profession où beaucoup de journalistes sont devenus journalistes sans avoir fait d'études de journalisme. C'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais parce que aussi le journalisme vit une crise, en tout cas la presse, c'est vrai à la télévision et pour la presse écrite, où il y a besoin de moins de monde et il y a toujours autant de gens qui souhaitent le devenir, donc c'est un marché très très tendu. Mais c'est vrai, quand moi j'ai commencé en 99, je sortais de Paris 6 et j'avais envie de ça. Donc j'ai appris mon métier en le faisant, comme toi.
Simplement, j'étais dans un cadre qui était un magazine et j'avais des pairs qui étaient là pour m'expliquer effectivement. Donc j'ai été formé sur le tas, mais aux techniques journalistiques. Aujourd'hui, moi, je retiens aussi ce que tu dis sur l'impact du visuel. Je pense qu'on parle de contenu, mais c'est vrai que quand on parle des influenceurs, moi, j'aimerais lire des grandes choses, mais c'est pas souvent le cas. Hein. Globalement, ça se limite à un super post Instagram. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'utilise Instagram comme un outil professionnel aujourd'hui parce que ça me permet par exemple, c'est tout con, hein, mais quand je suis allé manger dans un restaurant, j'y vais pas comme certains 10 fois effectivement avant d'en parler parce que c'est une question de temps, de moyens et puis de pratique aujourd'hui. Ben, je regarde ce que les gens postent sur Instagram. Ça me permet d'avoir une vision d'un menu, par exemple, qui ne se limite pas à la proposition du jour où j'y étais, puisqu'on sait que les restaurants aujourd'hui, voilà. Mais c'est l'influence que les influenceurs ont sur la cuisine, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on a vu débarquer, je ne parle pas de toi, Julien, mais effectivement, une réflexion de certains chefs de grands restaurants, mais je ne porte pas de jugement là-dessus, hein, c'est comment le visuel est devenu un élément tellement important. Faire des plats Instagrammables, c'est ça. Voilà, et j'ai eu une expérience très bonne, hein, il y a peu de temps, dans un très grand établissement, l'orangerie du Georges V, qui a... Une étoile. Une étoile, effectivement. Et je pense que leur objectif, c'est d'en avoir 2. Chef David Bizet. Voilà. J'ai eu une conversation avec lui sur le visuel de ses plats. On sent l'impact d'Instagram sur sa proposition. Et ça va tellement loin qu'il me disait, ouais, mais nous, l'orangerie, alors je ne sais pas si vous avez la chance de manger effectivement Georges V, mais il y a un patio et l'orangerie est sous une verrière. Et donc, il y a la lumière du jour. Et il me disait, c'est vraiment tellement cool d'avoir la lumière du jour parce que ça fait de bonnes photos. Alors ça, je me suis dit, bah alors là, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'un chef me dise ça. Et je comprends sa logique. Parce qu'effectivement, ça fait de bonnes photos. J'en ai fait des super, moi, personnellement. J'ai même fait un petit... Conseil de suivre Boris sur son Instagram. Ouais, allez-y. Beaucoup moins influent que ma voisine, et que François Régis, bien sûr. Mais ça m'a intéressé de voir que le chef, il y a un moment dans sa tête, ce qui n'existait pas avant, il s'est dit, je vais faire une belle assiette. Et l'attachée de presse avec qui j'ai déjeuné, c'était très sympathique. Elle me dit, tu vas voir, tu vas manger le dessert le plus Instagrammé de France. Et je lui dis, bah alors ça, franchement... Tu en penses quoi, Julien, de ce mouvement-là? Je vois que c'est une vérité. David, on a travaillé ensemble au Georges V il y a quelques années, et bon, on n'était pas fond dans la photo à l'époque. Hein. Et oui, ben on voit que ça change énormément, et c'est exactement ce qui se passe. Bon, moi, je suis pas le bon exemple une fois de plus parce que j'y passe pas de temps. Mais je poste comme tout le monde, je me sers d'Instagram et de Facebook. Mais tu ne penses pas ton plat en disant je vais faire une photo non, pas du tout. Mais effectivement, ça y vient. Et non, je ne vais pas prendre 10 minutes à prendre une photo d'un plat où il pensait à faire un joli plat qui soit Instagrammable. Plutôt que mangeable. Mais si on prend l'exemple, excuse-moi, mais de Cédric Grolet, qui est quand même la star de la pâtisserie internationale aujourd'hui, en quelques temps, qu'est-ce qui a fait son succès? Mais c'est son fraisier qui est le plus sexy de la planète sur Instagram. Il est très sexy aussi, lui, mais concrètement, c'est sa capacité à faire des pâtisseries qui sont très belles. Alors, très peu de gens vont les goûter. Personne dans cette salle, a priori, n'a les moyens d'aller tous les jours manger un fraisier au Meurice. Pourtant, son audience, et ça pose la dernière question, c'est lui, il n'a plus besoin d'influenceurs ou de journalistes. Il a créé son propre influenceur. Son réseau d'influence en donnant à manger à Katy Perry ou en accueillant des people. En fait, il y a un moment, les influenceurs vont se mettre à cuisiner, les chefs vont devenir des influenceurs. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous, après? Après, à travers on ira manger tous les deux. Voilà. Le contre-exemple, si je peux me permettre, c'est Jean Imbert. Jean Imbert, il est très fort au niveau des réseaux sociaux, il donne à manger à plein de célébrités, mais aujourd'hui, il n'a pas la critique dans la poche. Le papier, le magazine et le journal, n'oublions pas, c'est un support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe de main en main, qui se conserve. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure d'avoir des relations qui soient complémentaires, c'est aussi parce que le papier sert de caution, que ce soit un âne ou n'importe qui écrive au Figaro, vous avez un papier du Figaro.
C'est-à-dire que vous pouvez le laisser, vous pouvez l'encadrer, et ça sert encore de repère dans la tête du consommateur. Peut-être que ça remplit moins qu'auparavant, mais aujourd'hui, un chef comme Jean Imbert s'est fait dézinguer au niveau des critiques de son restaurant. Donc, il pouvait avoir l'influence qu'il voulait sur Instagram. Il y avait certainement une clientèle qui venait, mais c'était peut-être pas forcément une clientèle de gastronomes. Voilà. Si son restaurant est plein, après... Ils sont en contre-fou de savoir si c'est des gastronomes ou pas, tant qu'il a des clients, je veux dire, Paul ou Bocuse des dit, journalistes. Un bon restaurant, c'est un restaurant Non, bien plein. sûr, mais ça rejoint un peu, c'est comme les critiques de cinéma, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des tas de films qui peuvent avoir, j'en sais rien, Télérama, Le Nouvel Obs, etc., toute une critique qui va pouvoir les encenser et qui vont faire des flops au cinéma. L'idéal, c'est comme dans toutes les situations, quand il y a un succès et critique et grand public. Mais il y a des tas de chefs, en effet, de films qui font des grands succès au box-office, mais qui se font dézinguer au niveau de la critique. C'est pas pour ça que ça va laisser une trace dans toutes les filmographies ou dans le résultat cinéma au final. Pour moi, c'est exactement la même chose au niveau d'un restaurant. C'est-à-dire que Mais au même titre que les réalisateurs comme les chefs, de plus en plus, et quasi systématiquement, disent « j'en ai rien à foutre de la critique ». Et se passent leur temps à dire... Certains ne montrent plus leurs films. Voilà, ils ne veulent pas le montrer à la presse. Effectivement, il y a une vraie question de l'importance qu'a la presse, mais aussi de la responsabilité de la presse à fournir quelque chose pour ses lecteurs, et pas pour se faire plaisir ou pour faire une compète, effectivement, entre titres. Moi, j'ai l'impression que ça n'existe plus. C'est-à-dire le principe qu'un restaurant est dans un média et du coup, il se retrouve systématiquement... voilà, puisqu'il y a quand même... Ça, je voulais en parler avec Sinus, c'est quand même un peu vrai. C'est une observation qui est dans le livre. Ce monde-là de l'influence des attachés de presse fait que, on sait bien, pendant 2 mois, on va parler d'un restaurant ou 2 restaurants, et tous les autres, peut-être ceux de Julien qui ne communiquent pas, vont passer à la trappe. Ça, c'est une observation qu'on peut faire. Oui, alors après, la question de savoir où est l'origine, effectivement, est-ce que c'est un influenceur qui l'a découvert ou est-ce que c'est un journaliste? C'est effectivement ces effets de buzz autour d'établissements qui font, en fait, à un moment donné, la visibilité d'un établissement. Et j'aurais tendance à penser que c'est ça plus qu'un seul titre. Enfin, s'il y a que Le Figaro qui vous encense à un moment donné, je suis pas certaine que ça ait un impact aussi important que si des tas de petits titres, des journaux gratuits et autres, reprennent en fait cette information, et c'est en partie lié aussi aux effets, au recours de plus en plus important aux communicants et aux relations presse qui font qu'à un moment donné, un restaurant lance une campagne de communication et va donc inviter des journalistes de différents supports. Enfin, il y a à la fois de la reprise par lecture et par discussion entre professionnels, entre journalistes, et aussi le fait de ces effets de campagne de communication qui se traduisent à des temporalités plus ou moins vastes. Enfin, je ne sais pas, Émilie connaît ça mieux que moi. Mais Après, je pense que c'est aussi le travail des attachés de presse qui est hyper important dans ces cas-là, en fait. Enfin, ça arrive de plus en plus de voir qu'effectivement, quand il y a un nouveau restaurant, tout le monde en parle en même temps. Et là, il ne faut pas oublier que c'est souvent le travail d'une agence derrière qui a envoyé des communiqués de presse à tout le monde pour informer de cette ouverture. On peut dire que c'est réussi, mais l'effet pervers, c'est que beaucoup de restaurants passent à la trappe. Mais on ne se pose pas la question de savoir si on parle tous du même film au moment où il sort. Ça s'appelle aussi l'actu. C'est-à-dire que Julien ouvre un nouvel restaurant, même si tu n'as pas d'attaché de presse, tu crées l'événement. C'est le principe même, c'est une des leçons de base du journaliste. C'est quoi l'actu et pourquoi tu voudrais parler de ça aujourd'hui et pas hier et pas dans un mois? Moi, je trouve qu'il y a un effet d'endogamie comme ça qui est un peu moins fort aujourd'hui, voire même on a pris conscience dans la rédaction de tout ça et on cherche toujours le pas de côté. C'est-à-dire on n'est plus en train de se dire « mon Dieu, il y a cette actu, donc on sait aujourd'hui que tout le monde va le traiter ». Qu'est-ce qu'on va proposer comme angle ou qu'est-ce qu'on va proposer effectivement comme proposition un peu de contournement pour traiter du sujet sans le traiter frontalement. Donc ça, c'est la responsabilité du journaliste, c'est le travail de l'angle que, effectivement, quand on est influenceur, soit on ne nous a pas appris, parce qu'effectivement, on a appris tout seul et on a des sensations, mais on n'a pas de règles, voilà, là où le journalisme a un cadre. Mais c'est pour ça que je minorerais un peu aujourd'hui cet effet d'entraînement où un titre plus tout le monde, voilà, et à la fin, ça fait une chaîne où on a l'impression de lire le même papier sur la gastronomie partout. Ouais, mais c'est un peu le danger avec les influenceurs, en fait. C'est un effet un peu pervers dans le sens où, aujourd'hui, des influenceurs, c'est hyper facile à inviter. Et en général, non, mais c'est vrai, faut pas se mentir. Hein, c'est toujours bien de manger gratos, hein, concrètement.
Bah, ouais, c'est malheureux de le dire, mais oui, hein, non, mais c'est une réalité. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a malheureusement des agences ou des attachés de presse qui font pas forcément hyper bien le boulot et qui font pas le tri en fait entre tous ces influenceurs qui existent. Ça y est, les influenceurs font le tri eux-mêmes. Ouais. Avant, c'était les journalistes qui étaient snob, c'est toi maintenant qui deviens snob. Non, mais après, je vais pas me lancer des fleurs en disant que c'est impeccable ce que je fais, mais on est conscient qu'il y en a qui font du travail un petit peu de fond et de qualité et d'autres qui le font pas et qui aiment juste être invités. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment faire attention en fait. Je rassure, ça existe aussi dans la presse. Hein. Mais oui, c'est voilà, ça. On a longtemps eu ce qu'on appelle le syndrome Pic-Assiette. Ouais. C'est juste l'histoire du média qui change entre guillemets le support. Ça existe, on fait quand même le tri. On a juste un travail supplémentaire à faire. Voilà. Sidonie, oui, sur la question du contenu, en fait, c'est pas parce que tous les journaux en parlent qu'ils en parlent. Alors, de fait, ils en parlent tous plus ou moins de la même manière. Mais théoriquement, quand j'ai rencontré les attachés de presse, leur discours était que justement une partie de leur travail assez importante, c'est de produire un discours qui soit adapté au journaliste et à son support. Donc justement de favoriser la pluralité des angles d'approche sur un même établissement pour avoir des chances maximum d'être publié dans un support donné, en parlant à la sensibilité à la fois du journaliste et puis à la ligne éditoriale de son titre. Donc c'est pas nécessairement exactement, alors après c'est subtil, hein, mais le même discours qui sera reproduit dans tous les titres de presse ensuite. Mais, alors c'est quoi? C'est le nombre de followers qui fait l'influence? C'est le contenu? Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Qui on invite? Qui on n'invite pas? Est-ce que toi tu invites? Est-ce que quand quelqu'un vient, tu dis personne. On fait à manger, les gens ils viennent manger, et ils payent et puis derrière ils écrivent si c'est bon. Enfin, il faut en revenir au début, à la base de ce qu'est un restaurant, tout simplement. Enfin, moi je le vois comme ça. Et alors quand un restaurant fait une presse dithyrambique où tous les blogueurs viennent et qu'ils écrivent tous pendant un an ce qui se passe sur toute ouverture de restaurant maintenant. Bon, c'est bien, si c'est pour la nourriture, c'est bien, mais il y a un tiers des publications qui sont pour la marque de l'assiette ou pour la déco ou le miroir qu'il y a au plafond ou pour... non, mais c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Il y a un tiers des publications sur les restaurants qui sont sur la décoration plutôt que sur l'assiette, quoi. Alors c'est bien, ça remplit le restaurant pendant un an, mais qu'est-ce qui se passe dans un an après? Et on le sait tous, il y a un restaurant sur deux à Paris qui ferme avant 2 ans. Pourquoi? Parce que le mec, il a plus apporté d'importance à la déco, à prendre un attaché de presse, etc., plutôt qu'à faire à manger. Et moi, ça me rend fou de voir ça. Et c'est ce que l'on va montrer pendant 6 mois, qu'il faut y faire attention, qu'à la base, on est juste un cuisinier, on est là pour faire à manger, pour remplir un restaurant si c'est bon. Et là, il y en a un paquet qui ferme 2 ans après. Enfin, c'est pas un paquet, c'est 1 sur 2. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Alors oui, d'être encensé par les blogueurs et la presse pendant un an, on remplit. On attache plus d'importance à faire une assiette jolie et pas forcément bonne. On attache plus d'importance à prendre un archi qui coûte tant et qui, à la fin de l'année, nous enlève des bénéfices. On attache plus d'importance à prendre un CM, un attaché de presse, etc., qu'un bon cuisinier. Et 2 ans après, ça se casse la gueule, quoi. C'est quoi, c'est 1 000 € par mois en moyenne, une attaché de presse, c'est ça? Et un CM, c'est 300, 400 à partir? Honnêtement, tout dépend. On ne peut pas donner forcément à la louche comme ça parce qu'on ne fournit pas le même contenu, on ne fournit pas le même travail. En effet, il y a des gens qui ont déjà tous leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont leur logo, leurs photos, etc. Une facturation, ça se fait aussi quand on vient et qu'on supporte le chef ou le restaurateur en disant « bon, tu n'as personne ». On va travailler ensemble sur ta charte graphique, on va travailler ensemble sur tes logos, on va travailler ensemble sur tes messages, parce qu'il ne sait pas forcément définir, ou des fois il fait, j'en sais rien, une carte avec une baseline qui ne veut rien dire, qui est complètement contradictoire et sur lequel il peut se faire attaquer. Nous, on est juste là pour faire un travail de conseil. Il le prend pas, mais en tout cas, on les suit comme ça. Bien évidemment qu'un chef qui aura déjà tout clé en main, on ne va pas lui prendre des honoraires à 3 000 €, c'est pas possible. C'est pas possible. Et après, pour un CM... ça dépend aussi, ce que le CM fait. Parce que pour le coup, ça fait partie aussi des choses que je peux faire. Et effectivement, ça dépend s'il faut juste relayer des photos sur les réseaux sociaux ou s'il faut prendre les photos, faire tout le community management, répondre aux messages des gens, etc. Donc c'est pareil, c'est un travail de fond ou un travail qui peut être... plutôt assez simple s'il y a juste des choses à relayer, donc ça c'est différent. Mais je rejoins tout à fait ce que disait Julien, si derrière il n'y a pas une bonne cuisine ou un bon plat, clairement un influenceur qui fait bien son travail n'en parlera pas, il ne va pas relayer un truc juste parce que c'est beau et
et que c'est sans fond. Enfin, moi, clairement, je fais partie des gens qui préfèrent pas en parler plutôt que d'encenser quelque chose qui est juste bon, mais qui m'a clairement pas plu derrière. Donc, Mais il y a un modèle économique dans la restauration qui s'est aussi créé, hein, c'est-à-dire on voit ces restaurateurs qui ouvrent en sachant qu'ils vont fermer dans 1 an et demi pour créer un nouveau concept et se dire très vite comment on va faire pour capter une audience, comment on va remplir un restaurant à bloc en réduisant les marges, principalement autour de la question de l'image et de la communication qui est bien faite. Ça ferme, et ben on en ouvre un autre, c'est le principe. Oui, mais bon, ça perd de l'argent. Moi, je trouve ça pas cohérent pour un jeune chef qui ouvre. Non, je juge pas, mais c'est l'économie. Oui, avec un investisseur qui lui dit fais ci, fais ça, etc. Et lui, il se retrouve à la porte 2 ans après, quoi, parce que l'investisseur, il vient taper à la porte, lui, il veut ses bénéfices. Et le cuisinier, il a plus attaché d'importance à beaucoup de corps de métier qui sont venus se greffer qu'à l'assiette et aux produits et aux producteurs, quoi. Mais moi, si je puis me permettre, je pense qu'on peut voir la limite de la question de l'influenceur dans la gastronomie par rapport à celle de la mode. La mode est un univers industriel avec énormément d'argent. La gastronomie, ce n'est pas le cas. La gastronomie n'a pas d'argent. On est en face d'artisans, de PME, voire aujourd'hui de quelques gros groupes qui ne font pas de la gastronomie, qui traitent de la gastronomie via des services. Il faut en manger. Voilà. Mais là où la mode est richissime. Et donc, il y a une question aussi d'économie où on s'est un peu trompé. On a un peu imaginé qu'on pouvait prendre à l'identique le principe des influenceurs en mode et de les mettre dans la gastronomie. La réalité, c'est pas ça. C'est que au mieux, tu manges gratuit. La plupart du temps, quand tu es un influenceur et que tu vas effectivement gratter comme ça. La mode, quand tu reçois un sac à 6 000 euros... T'habilles gratuit. Comment ? T'habilles gratuit. Ça coûte plus cher aujourd'hui de s'habiller que de manger. Donc, c'est pas le même rapport d'échelle. Les marges sont plus faibles en cuisine que dans la mode. Quoi. Donc, le mec qui invite 5 personnes tous les jours, à la fin de la journée, il ne fait pas beaucoup de bénéfices. Hein. Donc il y a une forme de contradiction, j'ai l'impression. On imagine que, vu aujourd'hui l'impact international, enfin, Julien, tu as certainement des clients qui viennent te voir depuis l'Australie parce qu'ils ont lu, vu ou entendu, alors que tu es une PME. Enfin, je veux dire, il y a une contradiction entre, effectivement, aujourd'hui, l'intérêt qu'on porte à la gastronomie et la compétition mondiale, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se déplace au bout du monde pour aller manger, et la réalité économique de ce business, c'est des artisans, la majorité des cas. Et donc, des grands groupes qui peuvent se payer des grandes stratégies de communication, il n'y en a pas, ou très peu. Même l'hôtellerie, elle peut faire mieux, parce que l'hôtellerie, c'est des réseaux, c'est des grands... Et puis même un hôtel, c'est une plus grosse entreprise qu'un restaurant. Et c'est vrai qu'on disserte beaucoup de tout ça, mais en fait, on oublie la réalité. C'est qu'on a des chefs avec 10, 15, 20 salariés. C'est pas une question des moyens, même de mettre 3 000 euros, ça devient un véritable enjeu. C'est là où la mode, elle ne se pose pas la question. Hein. Elle ratisse beaucoup plus large. Ouais. C'est là où aussi on idéalise un peu le rôle d'un influenceur aussi. Enfin, clairement, je ne gagne pas ma vie avec mon blog. Hein. C'est plus une vitrine pour moi qu'autre chose. À côté, je travaille vraiment. Et c'est la première question qu'on te pose à chaque fois, non ? Combien tu gagnes avec ton blog ? C'est ça, exactement. Tout le monde pense que je vis de ça, etc. Mais en fait, pas du tout. Je fais d'autres choses derrière qui me permettent de vivre. Et le blog, c'est juste une vitrine de mon travail et qui peut montrer éventuellement les choses que je peux faire. Mais après, à côté de ça, effectivement, je ne suis pas payée pour aller manger au restaurant. Et même la plupart du temps, 90% des restaurants que je fais, c'est des restaurants où je vais parce que j'ai envie d'y aller et je paye pour y aller. Quoi. Donc, je pense qu'il y a ça aussi que beaucoup de restaurateurs... auxquels ils ne pensent pas forcément, et même les gens qui me suivent, je pense qu'il y en a certains qui doivent penser que je suis invitée partout, alors que ce n'est pas le cas. J'y vais de mon bon vouloir et parce que j'ai envie de tester les restaurants. Ouais. Après, pour moi, c'est un autre débat, payer ou pas payer. Est-ce que ça... Non, je pense pas cette question-là. C'est la question de l'industrie dont on parle, effectivement. Non, mais c'est aussi quelque chose parce qu'en effet, comme tu disais très justement, on a des codes qui ont bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une attachée de presse, elle est aussi sollicitée pour trouver des angles d'accroche. Parce qu'un journaliste a besoin d'actu et que même si certains ont décidé de faire des pas à côté, une attachée de presse, elle a quand même besoin de créer de l'actu sur des restaurants dont la presse ne veut plus parler. C'est-à-dire des restaurants qui ont 20, 30 ans dans Paris, qui fournissent une cuisine de qualité, mais ça m'est arrivé de sortir les rames. Donc ça veut dire qu'avec le restaurateur, on doit travailler sur un plat, une opération spéciale, quelque chose qui puisse créer l'actu
pour solliciter à nouveau de l'intérêt, que ce soit de la part des influenceurs, mais aussi des journalistes. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'avant, un restaurateur, il ouvrait son restaurant, c'était très bon, c'était bien, on venait, ça remplissait pendant X temps. La presse était peut-être un tout petit peu plus étalée, mais il n'y avait pas cette histoire de phénomène de hop, le restaurant, il ouvre, on a énormément de presse, ça fait 1 an de remplissage et après on voit comment ça évolue. Aujourd'hui, la presse a besoin, et les gens ont besoin d'avoir sans cesse de l'actualité. Et quand on dit venez parce que voilà, dans tel établissement on fait un super plat, ah ouais mais non, on en a déjà entendu parler, on n'en veut pas. Donc il faut faire comme une espèce de travail de collection, et ça les pâtissiers l'ont très bien compris, c'est-à-dire que les pâtissiers aujourd'hui ils sortent des collections souvent dédiées à la saisonnalité des produits. Voilà. Donc en septembre, comme il y a la Fashion Week, il y a la période des bûches. Au printemps, super, c'est les fraises, c'est les fruits rouges. Et donc c'est ça, c'est travailler. On s'est mis à travailler la gastronomie comme on pourrait travailler la communication de maisons de mode. Et c'est en ça qu'il y a eu une profonde mutation et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile de faire marche en arrière. Et des gens, en effet, qui sont plus dans la réactivité, comme des influenceurs, vont être plus sensibles au message. Aujourd'hui, un journaliste, surtout vu les coupes budgétaires dans certaines rédactions, c'est quand même très difficile de le solliciter en disant viens dans un restaurant qui a 20-30 ans d'existence parce qu'il y a ça comme actualité. Il va dire ah oui, mais alors attends, il y a machin qui vient d'ouvrir, il y a machin qui a d'ouvrir, et là il y a 15 ouvertures, je ne peux pas être partout, donc je privilégie la nouveauté. Voilà. Merci Émilie. Ce qui est rassurant, c'est qu'on peut faire de la bonne cuisine et remplir son restaurant comme Julien, et qu'on n'a pas forcément besoin, même si cette économie existe, qu'il faut savoir raison garder, comme disait l'autre, et adapter sa communication, ses choix au monde d'aujourd'hui. Merci. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous. On peut les applaudir. Demander de passer au photocall, pour la petite photo souvenir.